L'économie du triple zéro. Zéro de croissance, zéro de taux d'intérêt, zéro de taux d'inflation. C'est un fait stylisé, comme on dit, qui apparaît plus comme un point d'attraction dangereux pour nos économies avancées que comme un fait exact. C'est au Japon que ce triptyque colle le plus à la réalité, aussi bien sur moyenne période, 2010-2015 en l'occurrence, mais j'aurais pu remonter bien avant, que sur l'année 2015. C'est ensuite la zone euro qui se rapproche le plus du triptyque nippon. Disons que la zone est plus proche d'un triple 1 que du triple 0, même sur la période récente où l'inflation sous-jacente reste ancrée à 1% et où la croissance s'est sensiblement accélérée. Pour les pays anglo-saxons, États-Unis mais aussi Royaume-Uni, il serait plus exact de parler de triple 2. Ces pays ont jusqu'ici réussi à ancrer leur inflation et leur croissance potentielle autour de 2%. Pourquoi alors recourir systématiquement à ces expressions approximatives de taux zéro, d'inflation zéro ou de croissance zéro? Par ethnocentrisme européen en partie. Mais d'abord pour esquiver le terme de déflation, beaucoup trop connoté et ne cadrant pas avec une situation qui pour l'instant n'est celle que d'une inflation structurellement basse, mais positive le plus souvent. Ensuite, pour caractériser une situation où presque partout, la croissance demeure très en deçà de sa moyenne de long terme, où les banques centrales pratiquent des taux d'intervention quasi nuls, voire négatifs, et où les taux d'intérêt réels à long terme, c'est-à-dire la différence entre les taux longs nominaux et l'inflation anticipée, sont très proches de zéro. Cela est vrai même dans les pays anglo-saxons. Enfin, pour exprimer le fait que cette situation s'inscrit dans une tendance plus longue d'érosion des potentiels de croissance dans les pays avancés et de disparition de l'inflation. Mais au fond, derrière ce triptyque, il y a une intention plus subliminale. D'abord, l'idée que nous glissons inexorablement vers une japonisation du monde. Ensuite, l'idée que nous entrons dans un nouveau régime stable. Pour les tenants de l'équilibre, ce serait le taux d'intérêt naturel qui tendrait vers zéro, en ligne avec un déclin de la productivité marginale du capital. Le capitalisme serait happé dans un état stationnaire que les économistes classiques avaient déjà en ligne de mire, mais qui faisait figure de prophétie que le progrès technique avait toujours tenu en échec jusqu'ici. C'est le danger de vouloir tout interpréter à travers le prisme de l'équilibre. La vérité est que nous n'en savons rien. Il y a incontestablement des éléments structurels forts pour expliquer l'affaissement des taux d'intérêt et des taux de croissance. Nous avons souvent mentionné les arguments de Ben Bernanke sur l'excès d'épargne mondiale, qui a pour corollaire l'insuffisance des débouchés. Mais il y a aussi une part de construction politique à travers les choix de politique monétaire notamment, qui engendrent des dévaluations compétitives, ou à travers l'amoncellement des politiques de l'offre, des dévaluations fiscales, salariales et sociales dans les différentes régions du monde. Il y a surtout la persistance du paradigme d'un capitalisme qui pourrait croître sans salaire. Cette illusion que le progrès technique génère de la productivité et de la croissance sans aucune autre condition. Or non, le progrès technique sans débouché produit d'abord de la désinflation. Or, nous allons vivre bientôt l'expérience d'un salaire minimum qui passera de 10 à 15 $ de l'heure en Californie à horizon 2022. Et celle du Royaume-Uni, dont le salaire minimum devrait progresser de 40% à horizon 2020. L'occasion de voir, en grandeur réelle, si le capitalisme n'est pas d'abord malade de ses salaires et tient là la solution à sa grande angoisse de la stagnation séculaire. Avant de faire du triple zéro cet attracteur étrange censé nous happer inexorablement au nom des lois naturelles de l'équilibre.